que vous voulez poser, c'est votre chance. Peut-être on peut avoir une série de questions. C'est votre opportunité de demander ce que vous voulez sur les Nations Unies, sur ce qu'on fait ici, au niveau mondial, etc. Il y a un micro. N'hésitez pas du tout, s'il vous plaît, profitez de la présence de Monsieur Overvest pour justement, je sais que vous êtes curieux, surtout nos étudiants, et surtout les opportunités, n'hésitez pas. Hein, donc, je voudrais beaucoup de questions. Allez, déjà. Bonjour à vous, donc c'est Madame Kenzie, je suis économiste. Je suis actuellement en thèse, je travaille sur le tabagisme. Donc, dernièrement, on a inclus la lutte anti-tabac dans les objectifs du développement durable. Je souhaite, c'est-à-dire y compris la prévention du tabagisme juvénile. L'enfant a droit de vivre dans des conditions où rien ne l'empêche, c'est-à-dire ne l'encourage et l'incite à fumer. Il y a aussi les familles pauvres qui consomment le tabac. Donc, c'est des opportunités perdues par rapport aux autres, c'est-à-dire à l'alimentation. Il y a aussi, c'est-à-dire la lutte anti-tabac en Algérie, elle est très reculée par rapport aux autres pays. Si on prend l'exemple des voisins, donc on est aussi loin. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, en tant qu'organisme international, en matière de lutte anti-tabac en Algérie? Voilà. On va prendre juste une série de questions avant que je réponde. Rebonjour. Encore une fois, vous êtes les bienvenus au sein de l'Université de Béjaïa, dans la ville de Béjaïa, carrefour de civilisation, ville de la science et des lumières au pluriel. Nous sommes très ravis de vous rencontrer et de vous recevoir avec la délégation qui vous accompagne. Merci aussi d'avoir choisi l'Université de Béjaïa pour nous parler de l'action onusienne, de la présentation de cette prestigieuse institution de dimension internationale qui réunit les 193 pays à travers le monde. Et tout le monde connaît la position historique de l'ONU par rapport à la cause algérienne pour avoir son indépendance. Et je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude eu égard à cette position courageuse dans un contexte extrêmement difficile, mais les Nations Unies ont fini par accompagner et soutenir la cause algérienne et aboutir à notre indépendance. Ma question est la suivante. 73 ans après la création des Nations Unies, 73 ans d'activité, 73 ans de présence, 73 ans qui ont conduit à des résultats extrêmement importants. Il y a eu une jeunesse, maintenant il y a une vieillesse. Après 73 ans, que comptent faire les Nations Unies en matière de réforme de ces institutions pour être au diapason de l'évolution du monde? Il y a de nouvelles donnes, de nouvelles aspirations de la population mondiale, de nouveaux défis. Vous nous avez présenté l'historique, mais pourriez-vous nous dire et nous placer sur la prospective? Comment vous voyez le devenir des Nations Unies et le rôle des Nations Unies à l'avenir? Merci.
Bonjour. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez pour le système des Nations Unies. Et moi, je vise directement donc, le développement durable. Moi, je m'y attendais, j'étais assoiffée par le sujet. Bon, malheureusement, on ne s'est pas attardé sur le sujet. Mais ma question se posera justement sur ce thème, le développement durable. Moi, je poserai la question, donc, quelles sont les attentes des Nations Unies, autant qu'organisation internationale. Ensuite, quand on parle des Nations Unies, je parlerai aussi de la société internationale et notamment occidentale. Qu'attend cette société internationale de la part du tiers-monde? Nous faisons que nous le veuillons pas de ces États donc, du tiers-monde. Donc, devant ce qu'on appelle justement la responsabilité historique de ces États qui ont causé justement beaucoup de tort à l'environnement, et aussi comment peut-on pousser ces États à tenir leurs promesses pour réparer ces erreurs historiques et le tort qu'ils ont porté à l'environnement. Ma troisième question, comment peut-on y remédier et penser au développement durable devant tous les instruments qui ont été ratifiés par pas mal d'États, mais ma foi qui sont restés encre sur feuille sans sanction? Moi, je crois beaucoup à la sanction. Lorsqu'il n'y a pas de sanction, en droit, que ce soit en droit interne bien sûr ou en droit international, nous ne pouvons pas mettre en œuvre donc, ces instruments. Je parle bien de toutes les conventions qui ont été élaborées dans ce sens. Donc, la protection de l'environnement, réduire l'état, enfin, l'effet de serre, etc., etc. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. J'ai une petite question par rapport à l'objectif 15. Comme je suis dans le domaine de l'écologie et de la conservation, donc je me suis intéressée, je me suis dit, vous avez parlé des plantes à intérêt et qui méritent une conservation. Je suis un petit peu dans le domaine. Et je trouve que les espèces qui méritent une conservation en Algérie, la science, les scientifiques ont conscience de ça, mais c'est ce qu'on ne trouve pas sur le terrain. Y compris dans les parcs, malheureusement, je dirais pas qu'ils font pas leur tâche, mais une réserve de biosphère, elle mérite plus d'attention qu'est-ce qu'elle est réellement. Donc, je voudrais savoir est-ce que il y a une possibilité de collaboration par rapport au statut de conservation des espèces, ou qu'est-ce qu'on peut faire en tant que scientifique pour changer les choses? Merci. Merci. Bonjour et bienvenue dans notre université, Abjaya. Donc, aussi de Youssef, je enseigne en droit, donc à la faculté de droit. Alors, ma question est la suivante. Elle porte sur les résolutions des Nations Unies sur certaines questions. Je pense notamment dans le cas du conflit palestinien, israélo-palestinien. Je pense aussi au conflit du Sahara occidental. Alors ma question est la suivante. Comment, quand on est représentant des Nations Unies et que les résolutions ne sont pas appliquées ou sont bafouées, comment on ressent ça? Est-ce que ça nous discrédite ou est-ce qu'on se sent les bras liés, qu'on ne peut pas faire, on ne peut rien faire? Voilà, je vous remercie. Merci. J'ai trois questions à vous poser.
Ma première question, est-ce qu'il y a une collaboration entre l'ONU et la société civile en Algérie? Plus exactement, est-ce que votre agence aide les associations actives, et je parle précisément des associations autonomes du pouvoir politique, et non pas des associations qui sont directement liées au pouvoir politique. Ma deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le monde peut se porter bien sans l'ONU? C'est-à-dire, est-ce que, en d'autres termes, est-ce que l'ONU est indispensable aujourd'hui? Et je parle sur tous les plans. Ma troisième question, est-ce que vous ne trouvez pas que le concept de développement durable est un concept à la mode qui n'a absolument rien changé au cours de l'histoire, notamment à la voracité de l'économie mondiale, qui fonctionne toujours avec les mêmes mécanismes, offre, demande, exploitation de la matière, etc. Merci. Bonsoir, Monsieur Qassimi de la faculté de droit et sciences politiques. Tout d'abord, je commence par un constat amer. Si on lit le préambule de la Charte des Nations Unies, on trouve que la mission des Nations Unies, c'est d'éviter au monde une troisième guerre mondiale. Oui, certainement, on a évité une troisième guerre mondiale, mais on n'a pas évité l'éclatement des conflits dans tous les continents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé de la mission des Nations Unies consistant à fournir de l'aide humanitaire d'urgence, mais est-ce que les Nations Unies sont prêtes à reconstruire les pays, c'est-à-dire les pays où des conflits sont éclatés, comme le Yémen, comme d'autres pays, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts à assurer la reconstruction? Il y a aussi la Libye qui est aussi touchée par le conflit. Et merci. Merci beaucoup. C'est au moins une dizaine de questions. Je vais essayer de répondre à ces questions. Et merci pour cette opportunité. Je pense que c'est très bien d'avoir ce débat. Je n'ai pas voulu faire une longue présentation parce que je préfère avoir une interaction directe avec vous. D'abord, par rapport au tabagisme, nous faisons des activités de plaidoyer pour la lutte contre le tabagisme, et c'est notamment par l'Agence mondiale de santé, l'OMS. Et si vous voulez savoir plus sur les activités que nous faisons, c'est à travers cette agence, même à travers le site web, vous allez trouver des informations. Je crois même dans la brochure, vous allez trouver l'OMS avec des coordonnées qui mentionnent les activités qu'ils font dans ce domaine de lutte contre le tabagisme. C'est un domaine très important pour l'OMS parce que beaucoup de maladies non transmissibles sont liées au tabagisme. Par rapport, en fait, le bilan, c'est le recteur, votre question sur la prospective par rapport aux Nations Unies, et en fait, ça rejoint plusieurs questions qui ont été posées. Il y a au sein des Nations Unies, bien sûr, une certaine frustration que certains conflits dans le monde, après 73 ans, n'ont pas été résolus. Et je pense au conflit palestinien, je pense au conflit Sahara occidental. Ce sont quand même des échecs parce qu'on n'a pas pu avoir une résolution, une solution après tellement d'années de souffrance. Et c'est un échec, effectivement, et c'est une frustration au niveau des Nations Unies. Et on se demande comment on a pu faire mieux. Et ce n'est pas seulement ces deux pays, on voit également dans les nouveaux conflits, je pense à Myanmar, la situation de Rohingya, ou je pense à la situation en Syrie.
Le Conseil de sécurité fait son travail de trouver une solution, mais il y a 5 pays qui ont un veto dans le Conseil de sécurité. Et ça, c'était l'architecture en 1945, comment les Nations Unies ont été créées. Et on sait très bien qu'il y a toujours un pays qui utilise son veto pour ces conflits. Si c'est Myanmar, la Chine. Si c'est Syrie, c'est la Russie. Si c'est Palestine, les États-Unis. Si c'est Sahara occidental, la France, etc., etc. Alors, ça, c'est une frustration au sein des Nations Unies parce que nous connaissons les problèmes, nous savons les solutions apportées si les États membres l'acceptent. Pour le Sahara occidental, vous savez très bien que le Conseil de sécurité, quand nous avons une résolution pour un référendum. Et c'est pour cela que MINURSO, qui a le R de référendum pour le Sahara occidental, n'a pas été organisé jusqu'à présent. Et il y a toujours un veto qui a été utilisé. Et c'est ça, malheureusement, qu'on n'a pas pu résoudre ces conflits. Est-ce qu'on est mieux sans Nations Unies? Je ne crois pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays où le Conseil de sécurité a pris de très bonnes résolutions et où on a pu éviter une crise beaucoup plus grande. Et on a eu des pays, Libéria, on a eu la Sierra Leone, Burundi, où il y a beaucoup de pays où c'était vraiment au bord d'une grande crise, ou juste après une grande crise, où on a pu assurer une certaine transition, où on a pu assurer au moins une paix et préserver la situation de paix au lieu que ça éclate en un grand conflit. Il y a bien sûr des limites au travail des Nations Unies, parce qu'on est composé des États membres. Et si les États membres émettent leurs réserves et ne sont pas d'accord, on ne peut pas trouver un consensus, on ne peut pas avancer. L'Assemblée générale est basée sur le consensus, même le Conseil de sécurité, mais avec le pouvoir de veto, on peut bloquer certains dossiers qui n'avancent plus. Effectivement, c'est une faiblesse du système, je crois que c'est reconnu, mais la réforme est très, très difficile. Et on a eu beaucoup de tentatives de réformer le Conseil de sécurité. Beaucoup de propositions qui ont été faites, également pour abandonner le droit au veto, mais c'est très difficile à accepter par les pays qui ont actuellement ce droit au veto. Maintenant, si on regarde les proportions, disons, la nouvelle réalité mondiale, on a des pays qui sont très puissants, mais qui ne sont pas présentés dans le Conseil de sécurité. Ou des pays qui sont maintenant dans le Conseil de sécurité, mais quand on va regarder leur puissance, ils sont beaucoup moins importants que d'autres pays qui ne sont pas représentés. Les Nations Unies n'ont jamais prévu un mécanisme pour corriger cette situation. Quand ça a été créé en 1945, ils ont pris balance de pouvoir, l'équilibre de pouvoir à l'époque, et le Conseil de sécurité reflète vraiment 1945, ne reflète pas 2018. Mais la réforme, chaque secrétaire général fait des efforts pour la réformer. Je pense, si on pense à prospective, je pense effectivement que le Conseil de sécurité doit représenter la réalité d'aujourd'hui et pas une réalité d'il y a 73 ans. Aussi, pour résoudre les problèmes dans le monde, il faut que le Conseil ait représenté comment le monde est constitué aujourd'hui et pas du passé. Mais c'est une réforme très, très difficile. Monsieur Guterres, le secrétaire général actuel, est en train de faire une réforme du système de développement où il essaye de rassembler mieux toutes les différentes agences spécialisées, de faire beaucoup plus de cohérence entre le travail qu'on fait, parce que avec les 33 agences, on est très éparpillé dans beaucoup de domaines et il souhaite que ce soit beaucoup plus cohérent. Mais la grande différence pour plus d'efficacité des Nations Unies, c'est la réforme du Conseil de sécurité. Et c'est le domaine le plus difficile. Et ça rejoint alors les différentes questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'on a fait pour les grandes crises
Yémen, ou la Syrie, la Libye. J'ai travaillé 3 ans, 2 ans, avant de venir ici, j'ai fait 2 ans en Irak. Et j'ai fait, avant l'Irak, j'étais 3 ans à Tripoli, basé à Tripoli. Juste après, en 2011-2014. Et ce sont des périodes difficiles. Mais il y a beaucoup d'appui que les Nations Unies ont donné. Dans le cas de l'Irak, il y a de grands programmes de stabilisation, d'assurer que les services sociaux de base soient restaurés, que les gens ont accès de nouveau, surtout dans les régions libérées de Daesh après l'État islamique, pour assurer que les services sociaux de base fonctionnent de nouveau. Au Yémen, il y a une des plus grandes opérations d'aide humanitaire. La Syrie et le Yémen, en fait, ce sont les 2 opérations les plus grandes dans le monde pour l'aide humanitaire. Et ce sont des montants énormes d'aide humanitaire qui sont versés dans ce pays. Et si on regarde combien on dépense dans l'aide humanitaire, on se demande vraiment si on peut éviter ou prévenir un conflit, en faire des économies énormes. Même si on regarde combien les Nations Unies coûtent avec tout ce qu'on dépense, toute la présence de 130 pays ou dans les opérations humanitaires, missions maintien de la paix, on représente 0,1% des dépenses militaires dans le monde. Alors finalement, si on fait la balance entre combien tous les pays dépensent en dépenses militaires vis-à-vis combien on donne au développement, à l'humanitaire, mission de paix, c'est minime par rapport aux dépenses militaires. C'est une réalité. Alors quand on veut parler de la paix, il faut aussi parler de désarmement. Parce que sinon on ne va pas réussir une paix durable dans le monde. Par rapport aux différentes conventions et les sanctions, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour la revue de la situation du pays par rapport aux différentes conventions socio-économiques, environnementales, politiques, civiles, où il y a des rapportages que chaque pays doit faire s'ils ont ratifié la convention, des rapports qui doivent être faits chaque 3-4 ans et qui sont examinés par le Haut Commissariat des droits de l'homme à travers les différents membres du Haut Commissariat et qui donnent des commentaires au pays et des recommandations. Ce n'est jamais des sanctions parce qu'on veut être utile, on veut donner des recommandations positives, on veut jouer un rôle positif et pas un rôle de sanction parce que une sanction n'est pas encore c'est pas légitimisé par une assemblée générale ou par un conseil de sécurité. Sauf en des cas extrêmes, le conseil de sécurité peut autoriser des sanctions, comme nous avons des sanctions en place contre certains pays, ou pour geler les avoirs de certaines personnes, comme c'est le cas dans certains pays, la Libye, bien sûr, juste après le départ de Kadhafi, où les avoirs de beaucoup de personnes liées au régime de Kadhafi ont été gelés. Et c'est le même cas en Irak, Syrie, etc. Mais il y a une revue par rapport à toutes les conventions et aussi, comment on l'appelle, un Universal Periodic Review, alors une revue périodique universelle, où l'Algérie l'a fait l'année dernière, où ils ont soumis un rapport et qui est examiné par les autres pays, par les peers qu'on appelle en anglais. Et c'est un rapport qui a été présenté par le ministre Messahel quand il était à Genève et qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits. Ce ne sont pas des sanctions de nouveau, mais ce sont des rapports et ensuite des commentaires qu'ils reçoivent d'autres États membres pour donner des recommandations. Ce n'est pas un mécanisme de sanction, et vraiment
on n'a pas, certainement pas le Haut Commissariat des droits de l'homme n'a pas cette légitimité de sanctionner des pays. Le seul organe, c'est le Conseil de sécurité qui peut imposer, à travers une résolution du Conseil de sécurité, des sanctions et également lever des sanctions. Par rapport aux espèces, nous avons un programme spécifique pour cela. C'est le programme APA qui travaille avec DGF, la Direction des forêts, et qui ont un programme sur 3-4 ans pour la protection des espèces. Et si vous voulez savoir plus, on peut vous faciliter les contacts, surtout parce que pour les centres de recherche scientifique, c'est important qu'ils savent ce qui est en cours. Et on a un expert qui travaille notamment sur ce domaine. Et c'est fait par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ensuite, sur les différentes résolutions, les conflits palestiniens, Sahara occidentale, je crois que j'ai répondu à la question. La société civile, oui, il y a un programme d'appui à la société civile. Certaines agences, par exemple le PNUD, de nouveau, ont un fonds spécifique pour les associations, soit au niveau local, à travers des fonds, des subventions au niveau local, dans différents domaines de développement local, soit dans le domaine de l'environnement, où vraiment on souhaite qu'il y ait plus d'actions civiques, plus d'associations qui font des activités pour plaidoyer, pour améliorer l'environnement. Il y a un appel à propositions. On reçoit des propositions de toutes sortes d'associations et ensuite il y a des subventions qu'on donne à ces associations. Et c'est fait par le PNUD. Et si vous êtes intéressé, on peut vous faciliter le contact avec la personne qui est en charge de ce programme. Également, on travaille avec un secteur privé. Les Nations Unies n'est pas là juste pour les gouvernements. On également travaille avec le secteur privé parce que pour un vrai développement durable, il faut parler aux grandes entreprises et au secteur privé. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait par rapport à la responsabilité sociétale, Corporate Social Responsibility, qui avant n'existait vraiment pas. Maintenant, toutes les grandes entreprises ont des programmes de responsabilité sociétale. Et les entreprises savent maintenant, s'ils sont très polluants dans un pays, et si ça ressort dans la presse, ça a une conséquence très négative pour l'entreprise. On donne l'exemple Volkswagen avec le scandale sur diesel. Ça a eu un impact énorme, une chute dans les ventes. Alors, les entreprises sont très conscientes qu'il faut être respectueux de l'environnement et des normes et standards que nous avons. Le secrétaire général a mis en place aussi ce qu'il appelle le compact global. Et c'est en fait une assemblée générale, si vous voulez, avec les grandes entreprises, où il a également un débat avec toutes les grandes entreprises qui veulent pas seulement faire de l'argent, mais également avoir un rôle positif dans la société. Et je pense que c'est important pour un développement durable. Il n'y a pas de développement durable si le secteur privé n'est pas impliqué. Ce n'est pas juste un travail du secteur public ou des gouvernements. Voilà, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions. On travaille avec toutes les associations qui sont enregistrées. On ne peut pas travailler avec des associations qui ne sont pas officiellement enregistrées, parce qu'on a toujours besoin d'une preuve que c'est une association qui a un enregistrement officiel. Mais on travaille avec société civile et les différentes agences travaillent avec la société civile. Ce ne sont pas juste des ONG du gouvernement ou liées au gouvernement, ce sont des associations et on travaille également pour l'action humanitaire avec beaucoup d'ONG qui font très très bon travail.
mais aussi au niveau local, surtout le PNUD, dans une dizaine de wilayas, ils ont un programme spécifique d'appui aux associations et également de renforcer la capacité de ces associations. Comment faire une bonne proposition, un bon projet, comment le ficeler, comment le vendre, où trouver un financement, comment faire un suivi des activités, comment faire un bon rapportage, etc. etc. Voilà un peu les réponses à vos questions. Vous voulez une autre ronde de questions? Je pense que ce sera un peu les quelques dernières questions. Je sais qu'on vous a fait travailler. Je vous remercie. Donc je vais en profiter quand même de votre présence. On n'en a pas toujours un représentant des Nations Unies. Je reviens donc sur votre remarque de tout à l'heure que parfois il arrive que le Conseil de sécurité n'arrive pas à prendre de décision, bien entendu, par rapport au droit de veto. On le connaît très bien, on le sait. C'est un grand blocage pour une organisation internationale telle que l'Organisation des Nations Unies. Mais pourquoi l'Assemblée générale n'a pu remplacer le Conseil de sécurité qu'une seule fois depuis sa création en 1945. Donc, elle a pu prendre une résolution en 1953 lors de l'affaire de la Corée. Pourquoi l'Assemblée générale, qui représente tous les États, bien entendu indépendants, ne peut pas prendre de décision à la place du Conseil de sécurité du moment qui a eu ça en 1953. Nous savons très bien, la deuxième question, pourquoi a-t-on ficelé la Charte des Nations Unies dans cet article 103 qu'on n'arrive pas à amender, qu'on n'arrive pas à rectifier pour apporter justement des amendements à cette charte pour qu'il y ait plus de je vais y arriver. Voilà, pour que qu'il y ait plus d'États qui soient représentés dans les Nations Unies et bien sûr représenter ces États et la vie de ces États. Pourquoi ce blocage? Pourquoi ne peut-on pas amender cette charte du moment que lorsqu'il y a une volonté, hein, avec la volonté on peut tout changer, comme dit Victor Hugo. Hein, quand on veut, on peut. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas de volonté dans ce sens. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue à Bijaya, Zulfillah ou Nakif. Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Bijaya. Moi, j'aimerais poser deux questions. La première question a trait au développement durable. Comment peut-on parler de développement durable dans un monde marqué par l'unipolarité en matière de diversité biologique? Je parle de semences, par exemple. Il y a des milliers de brevets européens qui sont déposés chaque année en vue de monopoliser l'ensemble des semences mondiales. Comment, dans ce cas, parler de développement durable et associer les pays sous-développés comme le nôtre? Deuxième question, surtout en matière de biotechnologie, hein, des brevets biotechnologie. Deuxième question, c'est une question un petit peu... qui sont les pays principaux qui menacent la paix et la sécurité dans le monde? Je vous remercie. Bonjour, bienvenue à l'Université de Bijaya. Je me présente, Douater Elias, doctorant en droit des affaires. Alors j'ai une question à vous poser. Vous nous avez signalé tout à l'heure
que le seul organe au sein de l'ONU qui a la légitimité de prononcer des sanctions vis-à-vis des pays, c'est bien le Conseil de sécurité. Alors, pourquoi ce dernier n'a pas prononcé des sanctions vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, malgré, comment dirais-je, malgré son intervention illégitime en Irak? Pourquoi ce Conseil n'a pas prononcé des sanctions vis-à-vis d'Israël, malgré ses génocides et ses crimes contre l'humanité en Palestine? Et pourquoi ce dernier aussi, ce Conseil, n'a pas prononcé des sanctions vis-à-vis des États-Unis d'Amérique toujours, malgré que ce pays a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, malgré le refus presque quasi total des membres de l'ONU. Et merci beaucoup. Je reviens sur la problématique de la sécurité alimentaire en Algérie. Et je parle particulièrement, non pas de l'industrie agroalimentaire, mais de l'agriculture. Donc, quel est l'appui d'aide qu'apporte votre organisme à l'Algérie? Si je parle du blé, on est, je pense, le 3e pays importateur. Bien heureusement, nous avons avec quoi acheter, mais au cas où, donc, on est incapable de... On est loin de l'autosuffisance. Voilà. Bon, je vous pose une question sur le développement durable. Est-ce qu'il y a espoir de réaliser les objectifs, les ODD, les objectifs du développement durable, dans un monde où le pays le plus pollueur, qui est les États-Unis, se retire des accords de Paris issus de la COP21, Conference of Parties numéro 21? Est-ce que vraiment on peut réaliser ces objectifs? Merci. Merci, ce sont de très très bonnes questions. D'abord, on vit dans un monde qui est de moins en moins multilatéral, qui est de plus en plus unilatéral, bilatéral. Et on voit ça les dernières années, qu'il y a de plus en plus d'actions directes par des nations sans consulter le Conseil de sécurité qui a été créé justement à cet effet, pour cela. Et que nous sommes dans une crise, en fait, dans le monde multilatéral. Est-ce que maintenant on dit, bon, voilà, les Nations Unies, ils ont failli, on n'a plus besoin des Nations Unies? Ça, c'est perdre l'espoir. Moi, je pense que dans un monde qui devient de moins en moins multilatéral, on a d'autant plus besoin d'un système multilatéral. Mais c'est toujours par un consensus. Si les États-Unis se retirent d'un système des Nations Unies, on aura beaucoup moins de moyens aussi pour pouvoir opérer dans le monde. C'est la plus grande puissance économique dans le monde. Ensuite, la Chine, ce sont les deux grandes puissances économiques. Et on doit les avoir dans un monde multilatéral. Et on veut les garder dans un système multilatéral. Parce que s'ils ne sont pas dans le système multilatéral, on revient à un ancien modèle avant, où on a beaucoup plus de chances qu'on aura des guerres mondiales de nouveau. L'accord de Paris, c'est un très bon exemple où on a réussi à avoir un accord sur le changement climatique pour éviter que la température globale va être au-delà de 1,5 degrés Celsius. Mais si des pays se retirent, et notamment le cas des États-Unis, ça a un effet très grave sur le reste des pays. Comment ça se fait qu'il y a un pays polluant qui va polluer l'environnement et ça a un effet sur le monde entier? Ça montre l'importance d'avoir un système multilatéral où on peut avoir des accords multilatéraux comme l'accord de Paris, mais
on travaille toujours avec un consensus des Nations Unies, des nations qui vont ratifier et qui vont être d'accord. Il y a des conventions qui n'ont jamais été ratifiées par certains pays. Et c'est très, très dommage. On fait ce plaidoyer. Même aux États-Unis, on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États qui ne sont pas d'accord avec cette décision et qui vont essayer de faire leur mieux. Californie, New York sont des États qui ont dit, même si les États-Unis en tant que pays se retirent, nous, en tant qu'État dans les États-Unis, on veut adhérer à ces objectifs de l'accord de Paris. Nations Unies, pourquoi? Alors la question c'est pourquoi les Nations Unies n'adhèrent pas, pourquoi on n'active pas même l'article de la charte des Nations Unies? C'est finalement ce sont des intérêts géostratégiques des pays. Et on est dans un monde, avant il y avait différentes idéologies sur un monde capitaliste ou un monde communiste ou un monde des idéologies. Maintenant on vit dans un monde où le libéralisme économique est acquis, est quand même un système qui est accepté comme le système. Si on va aller en Russie ou en Chine, ils adhèrent à un système économique qui est basé sur la compétitivité, sur la technologie, pour pouvoir exporter leurs produits, pour un pouvoir économique dans le monde. Et ça, c'était avant, c'était toutes les idéologies. Maintenant, le capitalisme, si vous voulez, ou le libéralisme économique est un système accepté. Mais il faut vraiment avoir un système de gouvernance internationale pour avoir des limites à ce système capitaliste. Parce que c'est un système qui va faire la surexploitation des ressources et qui va nuire à l'environnement pour nous tous et aux générations futures. Et c'est pour cela, je crois profondément dans des solutions multilatérales, mais finalement derrière tout ça sont des intérêts géopolitiques, géostratégiques, où on veut avoir accès à des ressources naturelles, on veut avoir maîtrisé les voies maritimes pour dominer le commerce international, pour imposer leurs conditions, le droit du plus fort, tandis que les Nations Unies n'est pas basé sur le droit du plus fort. J'ai dit au début, une nation, une voix. Mais la réalité, c'est qu'on vit également dans un monde économique où le pouvoir économique est extrêmement important et où tous les pays essayent d'avoir le plus de l'accès aux ressources, aux dernières technologies. Et c'est pour cela, pour avoir les brevets sur la biotechnologie, parce que c'est un avantage compétitif et ça va monopoliser les marchés. En tant que Nations Unies, on n'est pas pour ce monopole. On veut que les espèces soient protégées et que ce n'est pas contrôlé par quelques pays. Ça doit être un règlement, il va y avoir un accord international. Mais ça dépend des pays pour trouver ce consensus et pour ratifier les différentes conventions. Et si certains pays, beaucoup de pays, chaque pays a sa stratégie géopolitique, géostratégique, et certaines conventions, certaines décisions vont contre les intérêts de ces pays. Et c'est très lié, bien sûr, au système économique que nous avons dans le monde. Et moi, je trouve qu'on a d'autant plus besoin maintenant d'un système multilatéral pour mettre des limites à ce monde des grands intérêts économiques, parce que ça peut mettre en danger le monde entier. Voilà. Le secrétaire général a mis pour certains conflits dans le monde le meilleur diplomate qu'il peut trouver pour faire un plaidoyer politique. Dans le Sahara occidental, il a nommé M. Köhler, qui était l'ancien président de l'Allemagne,
pour pouvoir résoudre le problème. Bon, il y aura maintenant au mois de décembre des pourparlers entre Polisario et le Maroc. Et un des pays, et c'est intéressant, un des pays qui met beaucoup de pression sur ces deux parties, c'est les États-Unis. Alors, les grands pays peuvent jouer un rôle positif, mais aussi se retirer des accords internationaux et se retirer du multilatéralisme. Et nous croyons que, surtout maintenant, où le monde devient de plus en plus connecté et une globalisation, on a d'autant plus besoin d'un système, d'une architecture internationale avec des accords, une gouvernance internationale pour avoir des garanties ou des limites à l'exploitation, par exemple, des ressources et à ces conflits internationaux. C'est très, très difficile de résoudre des conflits mondiaux et si les grands pouvoirs qui sont impliqués indirectement ne donnent pas leur soutien, c'est très, très difficile. La Libye, c'est pas, comme un exemple, c'est pas juste un conflit à l'interne du pays. Si c'était juste ça, c'était beaucoup plus facile de régler. Le conflit à Myanmar, le conflit pour le Sahara occidental, c'est pas juste un conflit localisé entre deux parties. C'est un conflit, dans les différents cas que j'ai mentionnés, c'est un conflit où il y a beaucoup de parties, beaucoup de pays qui exercent une influence, qui financent ou qui, à travers d'autres groupes, à travers une influence dans ces pays, et c'est très, très complexe. Les conflits, maintenant, sont très complexes parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont impliquées. Et comme le monde devient de plus en plus connecté et globalisé, les conflits deviennent aussi de plus en plus difficiles à résoudre parce qu'il y a énormément d'intérêts derrière tout cela. Je veux juste dire que Nations Unies n'est absolument pas États-Unis. C'est États-Unis, c'est un membre pour nous, c'est un des membres des Nations Unies. Notre siège, c'est vrai, à New York, mais ce n'est pas du tout une organisation qui est contrôlée par les États-Unis. Quand vous suivez les communiqués du secrétaire général, maintenant Antonio Guterres, mais même le secrétaire général avant qu'on a eu, par rapport au conflit Palestine, par rapport à la Libye, par rapport à l'invasion de l'Irak sans autorisation du Conseil de sécurité, il y a des communiqués qui ont été faits par le secrétaire général qui sont très très clairs et qui condamnent cette action, qui condamnent l'unilatéralisme. Également par rapport à l'accord de Paris, il y a un communiqué officiel. Le secrétaire général s'est opposé clairement contre cette décision. Et ça, c'est important qu'il y ait une voix qui est basée sur les valeurs et qui est basée sur les intérêts de tous les pays et pas un seul pays. Mais nous sommes une organisation de valeurs. Nous ne sommes pas une organisation qui maîtrise et contrôle le monde et qui peuvent diriger le monde. On vit avec le consensus auquel on peut arriver grâce à la diplomatie, mais il n'y a pas de garantie et ça dépend vraiment de la volonté de tous les États membres de se mettre d'accord. Et s'il y a certains États membres qui ne veulent pas se mettre d'accord sur certaines problématiques, qui se posent complètement contre n'importe quelle solution, nous sommes un forum de dialogue, mais nous ne pouvons pas imposer une solution. Parce que pour imposer une solution, il faut avoir l'appui de tous les États membres. Parce que si on impose et il y a des partis qui ne sont pas d'accord, ils vont faire l'opposition et ils vont essayer de saboter les efforts des Nations Unies. Alors, même si on a des sanctions, si il n'y a pas de consensus, ça va seulement donner plus de conflits. Alors finalement, on croit profondément dans des règlements politiques des conflits. Et ce n'est pas par la force qu'on peut avoir une solution. Malheureusement, c'est
c'est une solution. Ce n'est pas les sanctions ou envoyer des casques bleus qu'on va résoudre. C'est vraiment des problèmes politiques qu'il faut résoudre et où beaucoup de pays sont impliqués. Voilà. Les grandes menaces pour la paix et la sécurité, bon, je l'ai en fait un peu mentionné, c'est les grands intérêts géostratégiques des pays. Et c'est vraiment très lié accès aux ressources, accès aux grandes voies de commerce maritime, aux dernières technologies, aux capitaux. C'est finalement des grands intérêts géostratégiques et des pays qui utilisent d'autres pour leur agenda, qu'ils appuient peut-être des groupes qui ne sont même pas étatiques, mais qui sont appuyés pour leurs propres intérêts. Et ça rend les choses encore plus difficiles, parce que nous, on peut faire entre les Nations Unies un dialogue avec les États membres, mais il y a certains groupes très puissants qui sont en dehors du système étatique et qui sont un acteur clé dans certains conflits du monde, mais qui ne sont pas autour de la table en principe aux Nations Unies. Et ça rend le travail encore plus difficile. Par rapport à la sécurité alimentaire, nous sommes en train de faire actuellement avec la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et pour l'agriculture, une étude avec les différents ministères impliqués, entre autres bien sûr le ministère de l'Agriculture, mais il y a plusieurs ministères impliqués, sur le degré de sécurité alimentaire en Algérie et pour développer certaines recommandations pour améliorer cette sécurité alimentaire. L'Algérie, c'est un pays qui devrait avoir une sécurité alimentaire, même plus que ça, qui devrait exporter. Et c'est un des secteurs, je crois, les plus prometteurs que nous avons en Algérie, c'est le secteur agroalimentaire, où l'Algérie peut être un pays qui exporte et qui a amplement, suffisamment d'aliments, suffisamment de blé ou de riz pour son pays, qui n'a pas besoin de l'importer des autres pays. C'est un pays tellement riche dans des potentialités d'agriculture. Voilà. Alors on fait une étude actuellement pour voir dans tous les différents groupes d'aliments où est-ce qu'on en est et comment on peut l'améliorer. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les ressources hydriques, les grands barrages, qui sont des eaux qui vont être utilisées pour l'agriculture, qui vont vraiment aider à plus développer l'agriculture. Mais pour pouvoir exporter, il faut être compétitif sur le marché international. Ça veut dire qu'il faut être un des meilleurs. Il faut avoir, quand on exporte un produit, il faut assurer qu'il y a une très bonne qualité, qu'il y a un prix compétitif, qu'on a les meilleures technologies, les meilleures ressources humaines formées. C'est pour cela que c'est tellement important d'avoir une bonne connexion entre les centres de recherche et l'université et le monde du travail. Si nous, on sait qu'on veut développer l'agriculture, est-ce que nous avons tous les centres de recherche, toutes les universités en place avec la bonne compétence pour pouvoir développer ces secteurs? Et quand on écoute, je parle avec les chefs d'entreprise, et très souvent ils me disent on ne trouve pas les compétences dont on aura besoin. Et alors c'est un message de voir comment on peut mieux former les étudiants pour qu'on ait ces compétences, pour éviter qu'ils vont aller à l'étranger, mais qu'ils investissent dans le pays et que les entreprises vont embaucher ici les compétences dont ils auront besoin. Ils ont encore besoin d'avoir de l'expertise étrangère dans des domaines où on peut avoir des Algériens qui peuvent faire le travail. Mais voilà, alors c'est très important d'avoir une vision pour les secteurs qu'on veut développer et ensuite faire un effort clair
pour avoir les ressources humaines, une adéquation entre l'université et ses compétences dont on a besoin, qu'il y a le financement disponible, qu'on a accès aux meilleures technologies, qu'on connaît ce qu'il y a dans le monde, les connaissances, la gestion de connaissances, etc., etc. Et ça requiert une très bonne vision où on veut aller. Et je pense que c'est avec cette étude sur la sécurité alimentaire, on souhaite apporter un peu notre appui, surtout dans un domaine, surtout dans un esprit stratégique. Nations Unies, on ne peut pas être impliqué dans des détails de mise en œuvre. On est toujours là par rapport aux politiques nationales pour penser où est-ce qu'on va aller. Mais on ne peut pas être dans les détails de mise en œuvre. On donne des formations, surtout aux centres de formation, mais c'est ces centres qui doivent former tous les cadres. Voilà un peu notre rôle dans la sécurité alimentaire. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins répondu aux différentes questions. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le recteur. Peut-être juste une dernière remarque. Je vous ai dit qu'on a 14 agences des Nations Unies, ici en Algérie, qui travaillent dans des domaines très spécifiques, soit c'est l'agriculture, c'est l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Au cas où il y a des opportunités, par exemple certaines conférences sur des thématiques précises où vous souhaiterez avoir un apport d'un expert d'une de ces agences, c'est une possibilité également d'une coopération qu'on pourrait avoir afin de dire voilà, on peut vous apporter une expertise et vous dire voilà, sur la sécurité alimentaire, on fait un grand colloque, très bien, on va avoir quelqu'un de la FAO qui vient ici pour vous expliquer un peu plus sur le travail qu'on fait. Voilà, ce sont des pistes de collaboration qu'on souhaiterait aussi soumettre à votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Overvest. Un grand merci pour l'apport, l'immense apport que vous avez bien voulu accorder à notre université, à nos étudiants, à toute la communauté universitaire. J'espère que nous aurons encore le plaisir et l'immense joie de vous revoir encore ici à l'université de Béjaïa. Et surtout, donc ça c'est un appel, mais au nom de tous mes collègues et nos étudiants également, nous sommes à l'affût également de toutes sortes de coopérations, de toutes sortes de travail dans le sens d'ailleurs des ODD. Donc ça c'est c'est un appel également pour vous, dans le sens où une ouverture de toutes les agences et de toute la représentation onusienne aux universités algériennes, mais surtout à l'université de Béjaïa. Donc merci beaucoup. On peut prendre une photo de groupe peut-être Avec plaisir. Une deuxième ligne.